Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au cours de français. La leçon d'aujourd'hui a pour titre mot des temps. Donc il s'agit de la conjugaison. Vous êtes invité à suivre le cours et à répéter plusieurs fois pour distinguer ce qu'un mode et ce qu'un temps. Et être capable de reconnaître le temps et le mode. Mais aussi être capable de conjuguer correctement tous les verbes et à tous les temps. Et je vous promets de vous présenter d'autres cours de conjugaison dans l'avenir pour mieux maîtriser cette partie de la grammaire. Avant de commencer, je vous propose le plan du cours. Qu'est-ce qu'un verbe? Qu'est-ce qu'un temps? Quelles sont les valeurs et les emplois des temps et des modes, bien sûr. On va terminer avec un tableau récapitulatif. Donc, qu'est-ce qu'un verbe? Un verbe est un mot qui peut changer de personne, de mode, de temps et de voix. On dit qu'il se conjugue. Contrairement aux autres catégories du mot, le verbe se conjugue. Prenons par exemple le verbe marcher. Tu dis je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, il marche. Bien, je marcherai, tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. Donc bien sûr ici vous avez la conjugaison au présent et au futur. Le verbe comporte toujours un radical et une terminaison. C'est le radical qui est dans le sens du verbe. Bien sûr, si vous prenez par exemple toujours le verbe marcher, donc vous avez marche, ça c'est le radical. On le conjugue au futur, on dit je marcherai. Donc, ré, ici, c'est la terminaison du futur. Ré. Par exemple, à l'imparfait, tu dis je marchais, A-I-S. Au passé simple, tu dis je marchais, A-I. Il marcha, A-S. Il marcha, A. Donc, vous avez ce qu'on appelle la terminaison. Donc, un verbe conjugué, il a toujours le radical et la terminaison. Bien sûr, vous avez ici un exemple. Je lisais pendant toute la matinée. Le verbe ici est l'élément central de toute la phrase. Et l'on constitue son noyau. Donc, regardez le verbe écrit en rouge. Donc, c'est le noyau de la phrase. C'est l'élément essentiel central de la phrase. Je lisais pendant toute la matinée. Donc, si vous enlevez le verbe, l'action, alors bien sûr, la phrase n'aura pas de sens. Je lisais pendant toute la matinée. Donc, ici, vous avez le verbe lire à l'imparfait. Vous voyez, la terminaison, il est souligné. Et ce qui reste, bien sûr, c'est le radical. Elle permet de situer le temps et le mode de l'action. Donc, le verbe permet de situer le temps et le mode de l'action. Parfois, le genre et le nombre du sujet. Donc, si vous prenez, par exemple, le verbe de l'exemple, je lisais. Donc, vous avez ici le verbe lire. Le temps, c'est l'imparfait. Et le mode, c'est l'indicatif. C'est un événement réel. Je lisais. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, ce jeu? Ici, il lisait. Il lisait. Donc, c'est un fait qui a eu lieu et qui est réel. Aussi, il y a le genre et le nombre du sujet. Par exemple, je lisais. Si je mets à la place de genoux, alors on va bien sûr changer. Alors, on dit nous lisions. L'imparfait toujours. Nous lisions. Au présent, on dit nous lisons. Donc bien sûr, chaque fois qu'on change le sujet, bien sûr, la terminaison du verbe change. Donc c'est ça ce qu'on appelle la conjuguée. Il y a bien sûr des critères qui permettent de l'identifier, c'est-à-dire identifier le verbe. Il y a le sens, il y a la fonction, il y a la forme, il y a la combinaison. Le verbe exprime une action, un état, une attitude. On va expliquer tout ça à partir des exemples. Donc il semble triste. Nous avons un état. Nous avons un état. Hein? Et bien sûr, le verbe, il a un sens. Le sens ici, c'est le sens qui nous permet de dire qu'il s'agit d'un verbe. Il semble, hein, il paraît. Hein? Donc, bien sûr, le verbe exprime l'état du sujet. Donc, ici, nous avons une idée sur le sens. La fonction, il a une fonction, bien sûr, le verbe. La forme, donc bien sûr, la forme du verbe, elle est différente des pronoms personnels sujet ou bien des noms, ou bien, c'est pas la conjugaison sur. La combinaison, ici, c'est le radical et la terminaison. Il répare la voiture. Donc, bien sûr, cet exemple est différent premier. Donc, vous avez il répare, donc celui qui est le sujet ici, il fait l'action. Il répare, il mange, il écrit, il dessine. Donc, il y a une action. C'est pas comme le premier, il y a un état. Il est triste, il semble triste, il paraît triste, il reste triste. Donc ici, vous avez un état. La voiture est réparée par le médecin. Donc ici, c'est une phrase différente. Parce que ici, c'est la forme de la phrase qui est différente et c'est la forme du verbe. Donc le verbe ici, il n'est pas actif, mais il est passif. Pourquoi? Parce que ici, nous avons la conjugaison passive et la forme passive. La voiture est réparée par le mécanicien. Oui. La voiture qui est ici dans cette phrase sujet, généralement, elle était complément d'objet direct dans la phrase active.
Alors ici, la voiture est réparée par le mécanicien. Donc ici, qui fait l'action de réparer? C'est pas le sujet, mais c'est le complément d'agent. Alors ça, ce sont les caractéristiques de la phrase ou bien de la forme passive. Donc toujours dans la forme passive, c'est le complément d'agent qui fait l'action et c'est pas le sujet. Le sujet, il subit l'action. Le sujet subit. Donc la voiture est réparée. Et qui répare la voiture? C'est le mécanicien. Donc ici, par le mécanicien, c'est un complément d'agent. Hein? C'est un complément d'agent. Mais la phrase de départ était quoi? Le mécanicien répare la voiture. Alors on a fait la transformation à la voix passive. On a obtenu la voiture est réparée par le mécanicien. Et regardez bien sûr l'accord en genre et en nombre. Donc vous avez la voiture est réparée. Donc réparer, deux accents. Pourquoi? Parce que la voiture c'est féminin singulier. Si on remplace par exemple la voiture par les voitures, alors on va dire la voiture ou bien les voitures sont réparées par le mécanicien. Ensuite, il critique son voisin. Donc ici il y a une attitude. Le verbe exprime une attitude. Il critique son voisin. Donc vous avez le verbe, bien sûr écrit en rouge comme tous les verbes d'ailleurs, sont des verbes conjugués bien sûr et chacun de ces verbes exprime ou bien un état, une action, une attitude. Les élèves ont compris la leçon. Les élèves ont compris la leçon. Donc ici, les élèves ont compris. Donc vous avez le sujet, c'est les élèves. Le verbe, c'est ont compris. Bien sûr, il s'agit ici d'un temps composé. Ici, c'est le passé composé. Attention, mais dans la phrase la voiture réparée, c'est pas le passé composé, c'est le présent passif. Le présent passif. Mais ici, c'est la dernière phrase, les élèves ont compris la leçon. Donc ici, le sujet, il fait l'action du verbe. Donc la phrase, elle est à la forme active. La forme active. Et bien sûr, le verbe, il est au passé compose. Donc, on termine. Maintenant, on passe à notre titre, c'est qu'est-ce qu'un mode? Donc, les modes représentent la manière dont l'action exprimée par le verbe est conçue et présente. Hein? Donc, différent du temps, bien sûr. Le mode, il exprime la manière dont l'action est exprimée. Et bien sûr, conçue et présente. L'action peut être mise en doute. Donc, si tu exprimes une action, il y a le doute. Affirmer comme réel. Si tu exprimes une action qui est présentée comme réelle, qui a eu lieu. Ou bien éventuelle, peut avoir lieu. Quelle que soit sa voix aussi. Quelle que soit sa voix, sa forme. Active, passive ou pronominale. Pronominale, ça veut dire, vous connaissez les verbes pronominaux. Se laver, se promener, s'installer, s'arrêter, etc. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la conjugaison pronominale ou bien la forme. Un verbe à 6 modes, donc, on a expliqué qu'est-ce qu'un mode, comment le mode présente la manière dont l'action est exprimée par le verbe. Maintenant, on va voir quels sont ces modes dont on parle. Donc, en général, il y a 6 modes. En plus du gerondif, bien sûr. Donc, il y a l'indicatif qui présente l'action comme réelle. Il lit, l'action a eu lieu, c'est une action réelle. Il lit le texte, donc c'est clair. Le conditionnel présente l'action comme éventuelle. Elle aurait dû faire attention. Elle aurait dû faire attention. Donc, est-ce qu'il a fait attention? Non, il n'a pas fait attention. Peut-être qu'il a eu un accident. Alors, c'est pourquoi on dit « elle aurait dû ». Donc, on parle de quelque chose qui a eu lieu et on souhaite que autrement le déroulement de l'action. Donc, c'est quelque chose qui est éventuel, donc qui n'est pas réel, comme la première. Il lit le texte. Mais ici, elle aurait dû. Est-ce qu'elle, lorsque tu dis elle aurait dû faire attention, c'est pas la même chose lorsque tu dis il fait attention. Donc, elle fait attention, c'est l'indicateur. Elle aurait dû faire attention, c'est le conditionnel. Donc, bien sûr, la manière d'exprimer l'idée, verbe, elle est différente. Alors, dans la première, on dit c'est l'indicatif parce que c'est réel, affirmé, et dans le conditionnel, c'est éventuel, qui n'a pas eu lieu, mais c'est tout simplement espéré, souhaité. Alors, c'est le conditionnel. L'impératif, donc pour donner un ordre, un conseil, on présente l'action comme, l'impératif présente l'action comme un ordre. Prends ton livre, ramasse tes affaires, emmène ton frère à l'école, fais ton exercice, révise tes leçons, aide ce vieux monsieur. Le subjonctif présente l'action comme désirée, envisagée ou douteuse. Alors lorsque vous voulez exprimer une action qui est tout simplement désirée, envisagée ou douteuse, oui, c'est-à-dire il y a du doute, alors tu utilises le subjonctif. On peut dire qu'il y a quelques semblances un petit peu entre le subjonctif et le conditionnel dans quelques valeurs. Je ne pense pas qu'il ait raison. Bien sûr,
l'emploi du subjonctif, on peut lui consacrer toute une séance, bien sûr dans les cours prochains, bien sûr pour expliquer les différents emplois et valeurs du subjonctif, parce que c'est aussi un mode important. Donc ici, je ne pense pas qu'il ait raison. Le doute, c'est le doute. Donc je ne pense pas qu'il ait. Donc normalement, pourquoi on a mis le verbe avoir ici ait, qui est écrit en rouge? Pourquoi on a mis le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir au subjonctif? Parce que nous avons un verbe introducteur qui est un verbe d'opinion à la forme négative. Et la règle, elle dit, les verbes d'opinion à la forme négative, ils sont suivis toujours du subjonctif. Bien sûr, il y a d'autres cas, bien sûr. Je ne pense pas qu'il ait raison. Donc généralement, le subjonctif, il est employé dans une subordonnée. C'est-à-dire, on le trouve surtout dans une phrase complexe. Je ne pense pas qu'il ait raison. Donc, vous voyez, ici, il s'agit d'une phrase complexe avec je ne pense pas, c'est la principale, qu'il ait raison, c'est la subordonnée, et que, bien sûr, c'est une conjonction de subordination. Il sert à relier la principale à la... L'infinitif descend plus ce qu'est s'attaque. C'est-à-dire, l'infinitif, c'est le fait d'exprimer le verbe dans son état initial, son état d'origine. Il est en train de raconter des salles. Celui qui parle, il est en train de raconter. Donc ici, pourquoi on a mis le verbe à l'infinitif? Parce qu'il vient après deux, qui est une préposition. Et généralement, les prépositions sont suivies de l'infinitif. Un autre mode, c'est le participe, qui est confondu au gérondif. Il exprime l'action comme le ferait un adjectif verbal. Donc il y a aussi la distinction entre le participe et l'adjectif verbal. On peut y revenir, surtout le participe présent. Le gérondif indique une circonstance. C'est la forme adverbiale du verbe. C'est-à-dire le gérondif, généralement, il joue le rôle d'un adverbe. Et il exprime une circonstance, c'est-à-dire la circonstance dans laquelle s'est déroulée l'action ou bien les actions dans la phrase. Regardez ces exemples où il y a des participes. Ayant terminé son travail, participe passé, il quitte l'atelier. Donc ici, on a utilisé le participe pour exprimer l'antériorité de l'action. Donc celui dont on parle, il doit d'abord terminer son travail, après il peut quitter l'atelier. Étant malade, il ne vient pas en classe. Donc étant, participe présent, être. Donc il n'est pas venu en classe. Pourquoi cet élève? Parce qu'il est malade. Donc parce qu'il est malade, il n'est pas venu en... Elle ferme la porte en sortant. Donc généralement ici le gérondif, il exprime la simultanéité de l'action, c'est-à-dire deux actions qui se passent en même temps. Elle ferme la porte en sortant. Donc il y a l'action de fermer la porte, il y a l'action de sortir. Donc deux actions qui se passent en même temps. Alors c'est un aspect du temps, la simultanéité. Bien sûr, il y a d'autres aspects comme la postériorité et l'antériorité. Donc, elle ferme la porte en sortant. Donc, en sortant, c'est un gérondif. Il est formé de quoi? En plus participe présent. Donc, ce que vous avez ici souligné en rouge dans ces trois exemples, ces trois phrases, sont des participes. Et participe passé, participe présent et gérondif. La suite. Qu'est-ce qu'un temps? Donc, les temps sont les formes que peut prendre un verbe pour indiquer à quel moment de la durée se situe l'action par rapport au passé, au présent et au futur. Donc, nous avons, comme vous l'avez vu sûrement dans vos études en classe, vous avez l'axe du temps. Donc, il y a le présent, c'est maintenant. Il y a le passé, c'est hier et avant. Et vous avez le futur, c'est demain, le lendemain, etc. Donc, bien sûr, ça, c'est l'axe du temps. Donc, il y a toujours trois périodes importantes. Le présent, le passé avant, le futur après, sur l'avenir. Donc, voici les différents temps qui existent tout d'abord par rapport à une action au moment présent. Donc, toujours, le point de repère, c'est le présent. Pendant l'action, nous avons le présent. La pluie tombe. La pluie tombe maintenant. Il tombe. Elle tombe. Oui. Avant l'action, il y a tout d'abord l'imparfait, avec son début et sa fin indéterminée dans le temps. Avant l'action, c'est-à-dire dans le passé. Il y a d'abord un temps du passé qu'on appelle l'imparfait, avec son début et sa fin indéterminée dans le temps. On ne connaît pas quand l'action de l'imparfait a commencé et termine. Donc la pluie est tombée quand je suis... Donc ici, je parle et je dis je suis entré à la maison. À ce moment-là, la pluie est tombée. Mais est-ce que je sais quand la pluie a commencé? Et est-ce que je sais quand ce qu'il va se terminer? Donc, bien sûr, le début et la fin, elles ne sont pas précisées ici. Donc, la pluie tombait, action dure, elle est prolongée
il est inachevé, indéterminé. Puis nous avons le passé simple qui marque une action soudaine. En comparaison avec l'imparfait, le passé simple qui est un temps aussi du passé exprime une action soudaine, brève, courte, généralement qui apparaît subitement. Donc la pluie tomba brutalement. Il y avait par exemple un orage, la pluie tomba brutalement. Tomba. L'action ici, il est achevé, terminé à un point du temps bien précis. Enfin, nous avons le passé composé qui indique un passé récent. Pourquoi on dit un passé récent? Un temps qu'on appelle le passé récent. Mais ici, il y a aussi le passé composé, c'est un temps du passé et il est proche du présent. On l'utilise beaucoup à l'oral. Alors, on dit il a plu ce matin. Ça montre que l'action, elle est terminée, achevée. Après l'action, nous avons le futur simple, c'est-à-dire, donc on a terminé avec le passé qui vient avant le présent. Maintenant, c'est après l'action, après le présent, c'est le futur simple, ou bien le futur. Donc, il y a d'abord, parmi les temps du futur, il y a le futur simple. La pluie tombera demain. Donc, d'après la météo, par exemple, tu dis la pluie tombera demain. Donc, tombera, c'est le futur. Et vous avez un indicateur de temps ici, c'est demain, qui exprime que l'action se déroulera dans le futur. Mais aussi le futur antérieur, lorsque l'action est déjà terminée par rapport à une autre dans le futur. Donc il y a le futur simple et le futur antérieur. Donc vous voyez déjà dans le mot antérieur, il y a l'antériorité, c'est-à-dire une action qui est située avant l'autre. Donc si vous avez deux actions qui se déroulent dans le futur, donc l'une avant l'autre, alors la première sera futur simple et la deuxième qui est avant sera au futur antérieur. Donc ici vous avez l'antériorité. Regardez l'exemple. Dès qu'il aura fini de pleuvoir, il partira. Dès qu'il aura fini de pleuvoir, maintenant il pleut. Donc bien sûr, il va s'arrêter de pleuvoir dans quelques heures ou bien dans quelques minutes. Et après l'arrêt de la pluie, le il partira. Donc il y a l'action de partir et l'action de finir de pleuvoir. Donc l'action de finir de pleuvoir va avoir lieu avant l'action de partir. Alors on dit que l'action aura fini et antérieure à l'action de partir. D'accord? Donc ça c'est le futur antérieur. Maintenant, les valeurs et les emplois. Et généralement dans cette partie, j'ai essayé de répéter autrement quelques explications que j'ai déjà données dans les diapositives précédentes. Les mots donnent des indications sur la manière dont le locuteur, on a déjà parlé de ça, celui qui parle perçoit son énoncé ou bien ce qu'il dit. Donc le locuteur c'est celui qui parle et l'énoncé c'est ce qu'il dit. Donc comment il perçoit ce qu'il dit, ce locuteur? Comment il le voit? Est réel? Est-ce qu'il est douteux? Est-ce qu'il est par exemple éventuel? Est-ce qu'il est souhaité, désiré, etc. Donc l'indicatif en tant que mode important, situe généralement les actions, on les fait dans le réel. Le train a du retard. Le train a du retard. L'enfant lit le texte. Donc c'est réel. Le subjonctif place généralement les actions, on les fait dans le domaine de l'envisagé du possible. Il est probable que le train aille du retard. Donc nous sommes à la gare, nous attendons l'arrivée du train. Alors on dit, quelqu'un dit, il est probable que le train aille du retard. Peut-être le train va avoir du retard. C'est envisagé, c'est possible, pas réel. Le conditionnel s'emploie quand la réalisation du fait ou de l'action n'est pas certaine. Donc ici, lorsque vous avez du doute, vous êtes incertain, vous n'êtes pas sûr, alors tu utilises le conditionnel. Le train aurait du retard. Donc bien sûr, c'est à peu près, on est dans le même sens. À peu près, c'est pas tout à fait, mais il y a des nuances bien sûr. Donc dans ces emplois du conditionnel du subjonctif. Remarque. Pour le mode conditionnel, il a également une valeur temporelle puisqu'il permet d'évoquer le futur dans le passé. Donc j'explique à partir de la phrase, Nadia pensait qu'il partirait le lendemain. Donc les deux actions sont situées dans le passé, mais l'action de penser, elle est située avant l'autre. Et l'action de partir qui est au conditionnel présent ici, c'est un futur par rapport à l'action de penser. Donc c'est-à-dire il a eu lieu après. Donc Nadia pensait par exemple avant-hier qu'il partirait hier. Donc l'action elle est située dans le passé. Nadia pensait qu'il partirait le lendemain. Donc l'impératif est le mot de l'ordre de l'interdiction et du conseil. Donc pour donner un ordre, interdire à quelqu'un de faire quelque chose, pour donner un conseil, on utilise l'impératif.
Ne bouge pas, ne mange pas, n'entre pas, ne crie pas sur cette feuille, etc. Donc vous pouvez utiliser, ou bien tu utilises bien sûr l'impératif comme on l'a dit dans les autres phrases que nous avons vues tout à l'heure. Ramasse tes affaires, écris tes leçons, prends tes bagages, etc. Le gérondif et le participe présentent l'action comme circonstance d'une autre action. Donc on a dit tout à l'heure que le gérondif et le participe expriment la circonstance de l'action. Tout en se promenant, il regarde son téléphone. Donc il regarde son téléphone et il est en train de se promener. Donc bien sûr, il y a deux actions qui se passent en même temps. Le train parti, il quitte la gare. Donc l'antériorité de l'action est passée. Dans la première phrase, en se promenant, nous avons en plus le participe. L'infinitif comme dernier mode n'a pas de valeur propre. Sa valeur dépend du contexte dans lequel il se trouve. C'est-à-dire si le verbe en état ordinaire, normal. Donc, elle préfère déjeuner. Bien sûr, il y a l'infinitif présent et l'infinitif passé. Avoir déjeuné, avoir parti, être parti, avoir mangé, etc. Préfère déjeuner en ville. Donc, ici, le verbe déjeuner, il est à l'infinitif. Pourquoi? Parce que nous avons deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Donc, vous avez le verbe préféré qui est au présent, conjugué. Et le deuxième, déjeuner, bien sûr, il se met automatiquement à l'infini. Les temps permettent maintenant de situer un événement dans le temps, c'est-à-dire dans le passé, le présent, le passé. On a déjà parlé de ça. On a dit lorsqu'on a exprimé l'axe du temps, il y a le présent qui est le repère, et le passé et le futur. Donc hier, je suis allé à la piscine, ça c'est le passé. Je suis allé hier, donc c'est un indicateur pour montrer qu'il s'agit du passé. Aujourd'hui, je vais au cinéma. Aujourd'hui, c'est le présent, hein, c'est un indicateur. Donc je vais, c'est le verbe aller au présent. Demain, je recevrai, c'est le verbe recevoir au futur. Donc nous sommes dans le futur, donc demain. Les temps nous donnent des indications sur le déroulement d'un événement. Ils peuvent évoquer une action achevée ou bien inachevée. Donc une action achevée exprimée par un temps composé ou une action inachevée exprimée par un temps simple. Donc Franck a téléphoné à son meilleur ami. Ici, vous avez le passé composé qui est une action achevée. Franck, il a téléphoné à son meilleur ami. Et ça y est, l'action est terminée. Mais lorsque tu dis il téléphone encore, donc c'est action inachevée. Encore ici, il vient ajouter une nuance de sens au verbe téléphoner pour montrer que l'action, elle est en cours. Elle est en cours. Elle se déroule. Donc, une action aussi délimitée dans le temps ou une action non délimitée. L'imparfait, le passé. Il parcourut 5 km. Passé simple, action délimitée. Donc pourquoi? Parce que on sait que l'action du verbe parcourir ici, il a duré combien de temps? 5 km. Donc la durée c'est 5 km. Donc l'action il est délimitée. Mais lorsque tu dis il marchait depuis des heures combien? 3 heures, 4 heures, 5 heures, hein? Est-ce qu'il continue de marcher? Oui. Donc l'imparfait ici, l'action il est non délimitée. Donc récapitulons, résumons ce que nous avons dit. Donc, pour résumer cette leçon de temps et de mode, on va dire qu'il dans le français, il y a 6 modes. Donc, ils sont classés ici par ordre d'importance. Donc, il y a d'abord l'indicatif. Dans l'indicatif, il y a 8 modes. Il y a les temps simples et les temps composés. Les temps simples sont le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé. Les temps composés sont le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Le subjonctif, il y a présent, passé, imparfait, plus que parfait. Donc deux temps simples et deux temps composés. Et pour les autres temps, le conditionnel, l'impératif, le participe et l'infinitif, il y a bien sûr deux temps, un temps au présent et un temps simple et un temps composé. Maintenant, je vous propose un tableau où j'explique la correspondance entre temps simple et temps composé. Et pourquoi ça? Parce que ça vous permet de simplifier la conjugaison des temps composés. Prenons par exemple le verbe marcher qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc vous avez la conjugaison au temps simple et la conjugaison au temps composé. Allez, suivez bien. Présent, je marche. Passé composé, j'ai marché. Futur simple, je marcherai. Futur antérieur, j'aurai marché. Passé simple, je marchais. Passé antérieur, j'ai marché. Imparfait, je marchais. Plus que parfait, j'avais marché. Donc ici, je vous donne un exemple avec la première personne du singulier. Mais vous pouvez bien sûr terminer la conjugaison dans les livres de conjugaison, ou bien en fréquentant Google, vous mettez la conjugaison d'un tel verbe et vous aurez toute la conjugaison bien sûr. Donc prenons maintenant le verbe marcher au présent et au passé composé. Donc je marche, j'ai marché. Est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le passé composé, il est formé de quoi? Il est formé du présent, de l'auxiliaire
plus le participe passé. Le futur antérieur, il est formé de quoi? Futur simple, de l'auxiliaire, plus le participe passé. Le passé antérieur, il est formé de quoi? Du passé simple, l'auxiliaire au passé simple, plus le participe passé. Et le plus que parfait, il est formé de quoi? Il est formé de l'auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé. Donc regardez le participe passé, il ne change pas, marcher, 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 marcher. Donc il est le même, et bien sûr c'est l'auxiliaire qui change. Donc j'ai marché, j'aurais marché, j'eus marché, j'avais marché. Donc j'ai marché, j'ai, c'est le présent. J'aurais marché, j'aurais, ça c'est le futur simple. J'eus marché, j'eus, ça c'est le passé simple. J'avais marché, j'avais, ça c'est l'imparfait. De quoi? De l'auxiliaire avoir. On ajoute le... Donc si vous maîtrisez la conjugaison des temps simples et la conjugaison de l'auxiliaire être et avoir, bien sûr, vous faites automatiquement et simplement et facilement la conjugaison des temps composés. Que ce soit pour l'indicatif ou bien pour les autres modes. On a un autre exemple, c'est le verbe rester, qui se conjugue parce que c'est un verbe d'état, il se conjugue avec l'auxiliaire être, comme d'ailleurs les verbes pronominaux. Présent, je reste, passé composé, je suis resté, regardez. Futur simple, je resterai. Futur antérieur, je serai resté. Passé simple, je restais. Passé antérieur, je fus resté. Imparfait, je restais. Le plus que parfait, j'étais resté. Donc regardez ce qui se ligne. Je suis resté, je serai resté, je fus resté, j'étais. Donc je suis, je serai, je fus, j'étais. Ça c'est quoi? C'est être. Conjugué au temps simple. Plus le participe passé, ça donne les temps composés, bien sûr, que vous avez écrit en rouge. Donc bien sûr, j'espère que vous avez bien compris cette correspondance parce que ça va vous faciliter la tâche de la conjugaison. Comme ça, bien sûr, nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de voir toutes les vidéos, bien sûr, en activant la cloche et si vous regardez pour la première fois mes vidéos, je vous invite à bien sûr à vous abonner et à cliquer sur like. Merci et à la prochaine leçon, Inch'Allah.